1, 2, 3. À l'origine de ce projet, il y a les problématiques d'effondrement. On part d'un constat d'échec à toucher l'affect de la part de la vulgarisation scientifique et technique. L'idée, montrer le danger de l'ignorance face à l'arrivée d'un problème systémique, montrer en quelque sorte qu'on n'est pas prêt. Puis proposer une raison d'agir, pourquoi dans tel monde on s'activerait. Eh bien c'est pour protéger la vie. C'est ça la réponse profonde pour moi de tous nos actes, si on creuse le pourquoi du comment. Mes références vont être les vulgarisateurs de ces sujets tels que Jean-Marc Jancovici, Aurélien Barraud ou encore Mehdi Moussaïd pour le comportement des foules. Et la genèse du projet s'inscrit dans la continuité de leurs travaux, mais par la transmission d'émotions plutôt que d'éléments techniques froids. Alors le titre Near vient de l'expression The End is Near, des prêcheurs de l'Apocalypse, qu'on n'écoute en général pas trop, qu'ils aient raison ou tort. Hein. Et ça fait écho au phénomène de déni des alertes de la communauté scientifique. Déni permettant au danger de nous surprendre sans qu'on puisse le cerner. Il s'agit d'un scénario de panique qui décrit l'extrême rapidité d'un emballement faisant suite à un imprévu. Alors, il possède la particularité de traiter des phénomènes de foule dans un futur très proche, là où de nombreux films apocalyptiques se situent généralement un peu plus tard dans le temps, voire dans des situations quasiment désertiques. Tout ça afin de concerner plus directement le spectateur et d'appeler à la curiosité. Le type de narration épurée est inspiré de La Route de Cormac McCarthy. Pourquoi ? Parce que ça donne un certain réalisme dramatique. J'utilise les codes de l'aventure, donc l'appel de l'aventure, le refus de l'appel, les épreuves, un objectif. Et c'est pourquoi j'ai représenté une femme enceinte qui va devoir affronter une foule et son chemin va être rempli d'embûches. Ça commence par un siège qui est en travers de sa route, des barrières à passer, etc. C'est progressif en allant jusqu'à une foule gigantesque à combattre pour pouvoir rentrer dans ce train. La mise en scène, elle est conçue pour nous permettre de vivre avec l'héroïne la prise de conscience d'être en proie à un danger insaisissable, en alternant les plans serrés l'accompagnant et d'autres l'observant de haut. Le tout est relié par des travelling narratifs dévoilant systématiquement une scène toute proche, dans le dos de la caméra, surprenant le spectateur à chaque étape de recul, sans jamais aller suffisamment loin pour en saisir l'origine. L'objectif de ces travelling, c'est de démontrer que plus on prend du recul, plus on se rend compte qu'on n'en a pas. Pour représenter le fait que plus on prend du recul, moins on en a. Donc sur la première scène du film, ici on démarre sur un panneau, on recule, en fait il y en a plusieurs. J'entends un rat, on recule un peu, je vois un rat, puis en fait on en voit deux, puis en fait on en voit plein, et en fait en réalité il y en a tout plein, tout proche de moi. On peut se demander qu'est-ce qu'il fuit, est-ce un humain ? En fait il y a plusieurs humains, mais les humains fuient aussi, comme les rats. Et qu'est-ce qui fuit ces humains ? Peut-être que la réponse est toute proche, juste derrière toi en fait. Il fuit un hélicoptère. Ah ben non, il y a 2 hélicoptères. Ah mais en fait les hélicoptères fuient eux aussi. Donc voilà, le résultat c'est qu'on a pris plus de recul pour mieux comprendre. Au final, on ne saisit pas ce qui se passe. Pour autant, on est même encore plus perturbé et avec beaucoup plus de questions. Alors lors des plans rapprochés et afin que le spectateur vive la détresse avec l'héroïne, je me suis inspiré de la scène d'ouverture du film Il faut sauver le soldat Ryan. Spielberg a choisi de positionner sa caméra à hauteur d'homme, malgré qu'on ait envie d'avoir une vision globale de la scène, pour que nous soyons avec les soldats. Et inversement, pour représenter le côté prise en chasse par un danger insaisissable, eh bien cette fois-ci, je me suis mis en vue du dessus, donc elle est tout petite face à un danger bien plus grand qu'elle, et ce danger est à peine perceptible. Ça s'inspire en partie de l'ennemi dans Il faut sauver le soldat Ryan, que l'on ne voit que par des bribes d'images, on va dire, un petit morceau de main, ce genre de choses, des ombres de manière fugace, etc. Mais c'est aussi inspiré du film Shining, où à partir du moment où le héros est entré dans la maison, la caméra ne le lâche plus. Donc il est bien pris en chasse par cette caméra. C'est cet effet-là que j'ai pris, sauf que je l'ai pris à l'image du jeu vidéo, en vue du dessus, pour redonner un effet écrasant sur l'héroïne qui est toute petite face à l'immensité de ce qui est en train d'arriver. Un autre élément clé de la mise en scène est ce que j'ai appelé la ligne de survie. En gros, ce que j'essaie de montrer, c'est que dans ce type de situation, on voit souvent apparaître une ligne assez sourdine et le sort qui vous est réservé dépendra de quel côté vous serez de cette ligne. Par exemple, dans le film La guerre des mondes de Spielberg, les gens fuient vers le bateau et il arrive un stade où des soldats vont se positionner, vous voyez, matérialisant une ligne qui veut dire soit vous êtes derrière la ligne et vous allez vivre, soit vous n'avez pas réussi à franchir la ligne et il va vous arriver des bricoles. Et on ne le retrouve pas que dans la fiction. Par exemple,
Lors de la prise de pouvoir des talibans à Kaboul, on a cette ligne aussi qui se matérialise à l'aéroport. C'est l'avion qui représente cette ligne. Il va y avoir une destinée très différente qui attend ceux qui ont réussi à entrer dans l'avion par rapport à ceux qui ont échoué. C'était important pour moi de représenter cette ligne, d'autant plus que réussir à être du bon côté de cette ligne va dépendre de votre réactivité, tout comme de votre prise de conscience du problème qui est en train de se produire. Et donc c'est pour ça que l'héroïne, le fait qu'elle soit enceinte, chaque élément qui va la retarder est en fait au final extrêmement important et a un poids énorme sur la pression que ça lui met. C'est pour ça que le fait de voir les gens la doubler, le fait d'être moins rapide que les autres, est primordial dans cette course contre la montre. Donc voilà, pour la guerre des mondes, c'est un bateau, à Kaboul c'est un avion, et dans mon cas, c'est un train. Le son va me servir à montrer de nombreuses choses, dont le déni. Par exemple, elle entend l'hélicoptère passer, mais elle n'y va pas. Elle n'y va seulement si elle est contrainte par une rupture, là en l'occurrence, une panne électrique. Et ça va être ça à plusieurs reprises. Il y a aussi la vie dans le son, bien sûr, l'objectif final de nos actions, ce pourquoi on se bat. Là, ça va être les battements de cœur du bébé. Enfin, comme pour l'image, le son est divisé en plusieurs phases alternées entre l'état intérieur de l'héroïne et celui des prises de conscience brutales de la réalité extérieure. Le son est souvent divisé en 3 temps, c'est-à-dire une première annonce, un choc et puis un son assommant. Et c'est vraiment une petite annonce, c'est-à-dire un petit coup de feu de loin, et puis un deuxième coup de feu beaucoup plus fort, et juste après un troisième, encore plus fort, avec un acouphène. L'idée c'est vraiment de donner un effet je vous l'avais dit, c'est-à-dire qu'on ne ment pas au spectateur, on le surprend, oui, mais on l'avait prévenu. Et c'est pour ça que lorsqu'on s'approche de l'hélicoptère, on avait déjà entendu un petit son d'hélicoptère. L'image aussi fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'on va avoir d'abord un rat, puis 2, puis plein. Et tout le film fonctionne comme ça, c'est-à-dire que la scène 1 prépare tout le reste. Le choc au ventre est suivi d'une deuxième chute, puis d'un choc assommant à la tête. Donc vraiment toujours annonce, puis choc, puis assommé. On avait les prémices de ce qui allait arriver, on les a pas prises en compte. Elles sont passées à la trappe. Puis on a un choc, ça nous arrive dessus. Là on percute ce qui se passe, mais trop tard, on va en prendre un deuxième de choc et encore plus puissant. Pour pouvoir réaliser ces mouvements de foule et mouvements de caméra complexes, il me fallait vraiment avoir une liberté de mise en scène. Et donc pour cela, je me suis dit que j'allais utiliser absolument tous les outils qui étaient à ma disposition, toutes les connaissances que j'avais à ma disposition, et surtout pas me priver de quoi que ce soit, du moindre outil. Donc j'ai utilisé de la rotoscopie à partir de prises de vue réelles, mais aussi de la rotoscopie à partir de 3D. Donc j'ai fabriqué des plans en 3D pour ensuite les rotoscoper. L'utilisation de la 2D, donc j'hésite pas à redessiner par-dessus mes images. L'utilisation de ce qu'on appelle la parallaxe. Il s'agit de faire croire à un espace en 3D alors qu'on utilise des mouvements de plans en 2D. Donc premier plan, second plan, troisième plan qui ne bougent pas à la même vitesse. Une des œuvres qui m'ont beaucoup parlé lors du choix d'utiliser tout ce qui est à ma disposition, c'est Rodin, dans le monde de la sculpture, pour sa capacité à s'affranchir des règles. Par exemple, sur cette maquette, il utilise de la pâte à modeler, de la cire à modeler, pour être plus précis, de la terre et même du papier journal. Donc vous voyez, il va utiliser tout ce qui est en sa possession, alors que ça n'est à l'époque pas très conventionnel de fonctionner comme ça. Et aujourd'hui, sa maquette est plus cotée, il me semble, que l'œuvre finale qu'elle a servi à réaliser. Et tu bascules. Donc vous voyez ici, par exemple, ces prises de vue réelles font tomber mon actrice, mais pas comme je le voudrais. Et ce que je vais vous montrer ici, c'est que on va bricoler la rotoscopie pour contrôler le mouvement et ne pas être soumis à ces images de prise de vue initiale. Ici, par exemple, elle va tomber en avant. Or, moi, je veux qu'elle tombe en arrière, c'est-à-dire le corps d'abord et la tête ensuite, pour faire un effet exténué, un effet je tombe de fatigue. Et pour ce faire, donc je suis obligé de contrôler le mouvement et de bidouiller ma rotoscopie en rajoutant une tête à un endroit, en supprimant la tête, en redessinant par-dessus, comme je le voudrais. Et derrière cette image, je vais pouvoir la rotoscoper. Donc c'est vraiment du contrôle de sa rotoscopie et pas uniquement du redessin qu'on aurait pu faire automatiquement sur un logiciel. Il faut vraiment redessiner à chaque fois. Précipitez-vous comme si ça allait fermer. Let's go. Ouais, vous allez-y. Avancez, écrasez-vous légèrement, pas trop. Voilà, pas plus que ça, pas plus que ça. Claire, vas-y. Vas-y, un petit peu, des petits mouvements, pas plus que ça, voilà. Bouge là, voilà, bouge.
On peut voir que ces techniques vont me permettre de faire non seulement des foules, mais aussi des mouvements de caméra complexes et des mises en situation complexes, comme par exemple un mélange de rotoscopie de mon actrice dans un bureau. Donc je crée le bureau en 3 dimensions, je rotoscope le bureau et je rotoscope l'actrice. Dans tout le film, on va avoir de la signalisation qui est inadéquate, pour montrer qu'on n'est pas prêt toujours. C'est-à-dire que ici, on va avoir une héroïne qui marche à contresens de la direction qu'elle devrait prendre, tout simplement parce qu'elle n'est pas encore informée de ce qu'il se passe. Ici, on a écrit au sol « Mind the gap ». En français, ça se dit « Prenez garde à l'interstice entre le marchepied et le quai », ce qui est beaucoup plus long à dire. Mais « Mind the gap », c'est vraiment plus répandu, par exemple, en Angleterre, on l'entend beaucoup. Et ici, c'est paradoxal parce que justement, elle ne peut pas faire attention au marchepied. La signalétique, elle ne lui apporte rien dans sa fuite. Et sur cette image, par exemple, on a ironiquement une priorité aux femmes enceintes et aux personnes handicapées. Donc c'est ironique parce qu'elle n'a pas eu du tout la priorité dans ce genre de situation. Ce type de panneau n'a aucune utilité. Ce que j'ai aussi essayé de montrer, c'est un déséquilibre mental progressif qui se trouve dans l'asymétrisation du visage. Donc on a un visage symétrique lorsqu'elle est dans le déni, mais qui va s'asymétriser au fur et à mesure qu'elle percute que non, l'ascenseur ne va pas venir. Donc ça, ce sont des éléments de rupture avec l'ancien monde, avec l'ancienne vie, avec l'ancien état mental. Donc dans le son, par exemple, lorsqu'elle parcourt le bâtiment, à l'extérieur, on entend la foule, on a de la musique. Lorsqu'elle rentre dans le bâtiment, le bruit de foule et la musique s'estompent, c'est-à-dire c'est le déni. Elle est de nouveau dans son cocon, entre guillemets, mais ça ne va pas durer longtemps parce qu'en traversant et en arrivant de l'autre côté, la musique comme le son de foule reviennent. Elle ne pourra pas rester longtemps dans son cocon de déni qui est en train de se réduire. Un élément aussi important, en utilisant les codes de l'aventure, c'est le passage du seuil. Elle passe du noir à blanc, l'ancien monde, où elle était en sécurité, versus le nouveau monde dans lequel elle va être en blanc, exactement comme si son corps était plus chaud, était plus en alerte. Et ça va être comme ça pour le reste du temps. Parce que ça y est, c'est fini, l'ancien monde est abandonné. L'ancien monde doit être quitté par la contrainte. 4 degrés de hausse pour le climat, c'est au premier ordre la barbarie partout. C'est la barbarie partout parce que ça va représenter une telle déstabilisation des conditions auxquelles nous avons été habitués. Nous serons incapables de résister ça dans la joie et la bonne humeur et des systèmes garantissant les libertés individuelles comme aujourd'hui. On aura des problèmes d'accès à la nourriture, on aura des problèmes d'accès à l'eau, on aura des problèmes d'accès au bois, on aura des problèmes d'accès à des environnements stables, etc. C'est absolument évident que dans ce genre de contexte, nous redeviendrons des guerriers.